Hello Marianne, c'est un plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode des Regen Talk. Donc, du coup, la série de podcasts et d'interviews qui permet de questionner ceux qui sont engagés dans les sujets autour du régénératif, de la transition écologique, que ce soit des accompagnants. Donc, il y a déjà eu des facilitateurs, des consultants dans la partie RSE, par exemple. Et puis aussi d'autres personnes qui peuvent être les dirigeants même des entreprises qui sont engagés et qui eux, de l'interne, essayent de bouger les choses. Et dans cet épisode avec toi, du coup, ça va être un peu particulier parce que en discutant juste à deux, on va potentiellement pouvoir faire remonter des informations qui viennent de plus d'une dizaine de personnes. Parce que toi aussi, tu as un podcast et du coup, tu interviews aussi des gens. Avant qu'on se jette vraiment dans la matière qu'on va essayer d'explorer ensemble sur ces sujets, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, toi et tes activités, et puis parler un peu de ton podcast? Avec plaisir. Bah, merci beaucoup Fabrice pour l'initiative. Je suis ravie de pouvoir discuter avec toi et de partager. Donc je suis Marianne Bernasconi. J'ai lancé un podcast il y a à peu près 1 an et demi qui s'appelle «Des entretiens de la régénération» et mon objectif, c'est d'explorer ce sujet qui est aujourd'hui, de plus en plus, on va dire, à la mode et qui est pas forcément toujours très clair. Et je me suis dit que le support du podcast était un bon outil pour à la fois apprendre et partager en même temps. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la posture. En fait, je me dis que si c'était si facile de régénérer, on le ferait depuis longtemps. Donc probablement qu'il y a une certaine vision du monde, une certaine façon de penser qui permet de régénérer, et qu'on n'a pas forcément, puisqu'on est plutôt dans un mode, destructif. Et peut-être pour donner quelques, informations sur qui je suis, ce que je fais. Donc j'ai été sensibilisée très tôt à la transition, nécessaire, de notre rapport au monde en 92, quand j'étais encore en école primaire, via le sommet de la Terre à Rio. Et et je fais un fast forward, j'avance plus vite que l'école primaire, mais en gros, je suis, aujourd'hui facilitatrice. Je suis convaincue que les solutions à tous les enjeux sont, dans, l'intelligence collective et non pas forcément l'intelligence artificielle. Et que grâce à la facilitation, on va pouvoir, faire émerger des idées. C'est pour ça que le format de podcast m'intéresse aussi parce que c'est croiser des regards de gens très différents, des dirigeants, des artistes, des géographes, des philosophes, des, collectivités. Et c'est dans cette fertilisation croisée que je pense qu'on pourra trouver, des pépites. Donc facilitatrice, je suis aussi formatrice sur les enjeux de la transition, notamment dans les collectivités et formatrice aussi sur les enjeux de leadership, plutôt dans le privé. Donc plein de casquettes, plein de lieux d'expression, tiens, plein de lieux de partage différents. Et écoute, pour se jeter directement dans le sujet en parlant même du terme régénératif, souvent j'aime bien demander la définition que mon interlocuteur a de ce terme parce que, ben, mine de rien, même si comme tu dis, c'est quelque chose qui est devenu un peu trendy, ça reste quand même flou et abstrait pour pas mal de monde et c'est difficile d'arriver à sortir la bonne définition, même si certains essayent de le formuler même de manière un petit peu formelle avec, comme par exemple Isabelle Delannoy qui a travaillé sur un document, avec la FNOR pour Oui. essayer de vraiment, poser des choses autour d'économie régénérative. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut le définir ensemble? Toi, du coup, ça serait quoi ta définition? Et potentiellement aussi, ben, de toutes les discussions que tu as eues, tu vois, la version qui serait la plus, concrète? Parce que souvent, c'est le mot qui vient derrière la question, c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Alors pour moi, je vais avoir une définition là tout de suite qui sera probablement pas la même, demain ou une autre que j'ai pu écrire, Ouais. hier. Mais, pour moi, c'est simplement l'idée de faire du bien, de réparer, de créer les conditions d'équilibre nécessaires à la nature pour, fonctionner telle qu'elle fonctionne, à la base. C'est respecter les lois de la nature, et retrouver un équilibre et l'harmonie naturelle. Et aussi la régénération pour moi, ça inclut, le lien social, la régénération d'un bon équilibre et d'une bonne harmonie entre les humains. Voilà. Très bien. Je Et garde, j'aimerais je bien garde te cette définition-là. j'aimerais bien te retourner la question puisque toi aussi, vu que tu animes, des Regen Talk dans ton podcast, quelle est ta perception de la régénération? Moi, la régénération, elle était venue, par, une lecture, alors le nom est en allemand, donc j'arrive jamais à prononcer, mais il s'appelle Victor, Schauberger ou quelque chose comme ça.
C'était un homme qui était, dans les années 30, je crois, quelque chose comme ça. Donc, entre 2 guerres, et il était, garde forestier. Et en fait, du coup, il a écrit des livres sur, tout ce qu'il a observé de la nature et ce qu'il a observé de l'eau. Donc il a découvert des choses un peu fascinantes. Et dans son livre, il avait un schéma qui était très intéressant, qui montrait 2 courbes, une qui montait comme ça, l'autre qui montait en miroir, en bas. Et du coup, il y avait une courbe, c'était la courbe de la vie et l'autre, c'était la courbe de la mort. Il y en a une, c'était la courbe de la régénération, l'autre, la courbe de la dégénération. Et en fait, en gros, c'était pour synthétiser les observations qu'il avait fait du vivant en disant: «Bah, en fait, je peux observer tout et n'importe quoi et à un moment donné, voir si, cette chose est sur une courbe plutôt régénérative ou sur une courbe plutôt dégénérative». Et du coup, ça m'avait marqué, je l'avais gardé de côté et du coup, ça me sert toujours un petit peu de prisme d'observation quand, bah, tu peux rencontrer une personne et tu vois si cette personne, à un moment donné, elle est plutôt, sur une courbe régénérative ou dégénérative. Quand tu, travailles avec une entreprise, pareil, tu peux arriver à voir, où est-ce qu'elle est sur ces 2 courbes et pareil quand tu regardes une société globalement. Et voilà et puis, quand tu te regardes toi-même aussi, d'ailleurs, tu peux savoir là, si, aujourd'hui, en t'étant bien levé ce matin ou par rapport à la soirée que tu as fait hier ou par rapport à ce que tu as mangé, si tu plutôt sur une pente dégénérative ou régénérative et souvent j'aime bien reconnecter ça avec l'individu parce que justement c'est le plus simple et le plus concret, c'est de se dire: «Ben, est-ce que vous arrivez à sentir vous, sur quelle pente vous êtes?» Et ensuite si vous sentez que vous êtes sur une pente plutôt dégénérative, est-ce que naturellement vient l'idée, «Bon, bah, peut-être que demain, il faudra que je fasse les choses différemment, peut-être que du coup, il faudra que j'inverse la courbe». Ce qui implique derrière, quand tu discutes avec des dirigeants, ben, qu'ils puissent faire, la passerelle avec leur entreprise. Te dire: «Comment est-ce que vous sentez votre entreprise? Sur quelle courbe elle est?» Et du coup, si on voulait la faire basculer sur leur courbe, ben, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour faire en sorte de basculer sur l'autre courbe? Voilà, on va dire, c'est le petit outil le plus concret que j'ai trouvé pour, discuter de ces sujets-là, pour pas que ça soit justement trop abstrait et trop flottant, Mmh. quoi. Et ça fait le lien entre Voilà. l'individuel et le collectif. Voilà, c'est ça. Essayer de Donc repartir vraiment du concret par, la personne ou même par le corps, parce que c'est vrai qu'on le voit en régénératif, c'est important aussi de pas être que dans le cerveau, parce que sinon c'est impossible de pouvoir se reconnecter, ben, au vivant, si jamais on le sent pas dans son corps, et dans ses émotions et du coup, ben, tu repasses par là et puis après tu peux parler d'entreprise. Mais, je sais pas, justement, ça va pouvoir venir, questionner toi, ce que tu as capté de tous les gens avec lesquels tu as discuté. Mais mine de rien, la passerelle entre, OK, bon, le soin, la régénération à l'échelle d'un individu, OK, ça c'est concret. On peut parler des médecins, on peut parler de naturopathes, on peut parler de plein de choses, de la régénération du corps quand on a une blessure qui se fait toute seule, enfin de plein de choses comme ça. Mais dès le moment où on commence à basculer ça au niveau d'une organisation et après encore pire au niveau d'une société, alors là, pour beaucoup de monde, du coup, ça décroche et ça paraît complètement abstrait. Toi, comment est-ce que tu l'as capté en discutant avec les personnes que tu as interviewées? ouais, excellente question de réflexion. Hem, Ce que tu viens de dire, ce que ça m'inspire, c'est, de rentrer par la porte de la santé. Donc là, je fais surtout référence à la discussion que j'avais eue avec Olivier Hamon sur, la santé commune et je trouve que c'est, une très, très belle porte d'entrée pour la régénération puisque la santé, ça parle à tout le monde, c'est simple, on comprend un peu de la manière dont tu parlais de la courbe qui monte ou qui descend, on sait quand on est en bonne santé et on sait quand on n'est pas en bonne santé et la santé, c'est quelque chose qui nous relie, entre nous, mais aussi avec le monde, naturel et aussi avec, le monde, on va dire, social, notre lien aux autres, puisque la santé mentale, est liée aussi à nos interactions. Donc, à l'échelle individuelle, donc comme tu le disais, on peut parler de cette notion de santé qui est interreliée avec tout ce qui nous entoure et on peut aussi parler, je pense, de la notion de santé des organisations. Est-ce que les organisations sont en train de contribuer à la santé de leur écosystème, dans lesquels elles puisent et elles, prennent, toutes leurs ressources? Et est-ce qu'une organisation est en train de contribuer à la santé de toutes ses parties prenantes, que ce soit les employés ou, au sens plus large, les partenaires, les fournisseurs, les clients, les générations futures, et cetera? Donc pour moi, une façon de le rendre concret au niveau des organisations, ça serait de rentrer par ce biais de la santé. Et je pense aussi à une autre interview que j'avais menée avec une Anglaise où, on parlait de l'organisation comme quelque chose de vivant, qui naît, qui vit et puis potentiellement qui meurt.
et qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être, qu'on en prenne soin comme, quelque chose de vivant. Donc pareil, si on voit une organisation, comme quelque chose de vivant, on peut aussi en prendre soin et essayer de trouver la santé au sens de, créer, un équilibre harmonieux pour qu'elle puisse, continuer à grandir, pas trop, pas trop vite et dans le respect de tout ce qui l'entoure. Je suis complètement aligné sur la notion de prendre soin, des organisations et de passer justement par tout ce champ lexical qui est lié à la santé. Hem, pour challenger un petit peu ça, si toi, peut-être que tu as eu des réponses aussi là-dessus, les cogits que j'ai en ce moment, c'est plus au niveau tactique, tu vois? De se dire: «Bon, heu, la sensibilisation, il y en a certains qui sont rentrés dedans, qui commencent à comprendre un petit peu les choses» ou même le fait de venir toucher émotionnellement en disant: «Bah, là, il y a des urgences et il faut vraiment y aller». OK, on a potentiellement réussi à faire quelques pas là-dedans et pour que ça puisse potentiellement, s'accélérer, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme tactique pour que ça s'incarne vraiment dans les actions, en fait, concrètes qu'il y a dans les entreprises? Et du coup, la difficulté, que je rencontre et que les personnes avec lesquelles je travaille et j'interagis rencontrent aussi, c'est même si un dirigeant, par exemple, ça va lui parler cette notion de santé, vu qu'au quotidien, son modèle mental, c'est un modèle mental qui est de l'ordre du business avec des suivis, d'indicateurs qui sont financiers, qui sont comptables. Heu, c'est très difficile en fait pour lui de venir intégrer tout un champ lexical, de la santé, du soin qui, quand tu es dans le quotidien du métier, du pilotage de ton entreprise, peut te paraître très joli, mais à un moment donné, il faut que tu retournes sur le business, quoi. Donc du coup, en fait, tu vas te reconnecter sur ces informations-là. Heu, par exemple, tu vois, ce matin même, là, j'étais, sur un partage de données qui était fait par la Banque de France sur le nombre de défaillances d'entreprises en 2024 et du coup, tu vois une courbe, bah, il y a beaucoup moins de défaillances pendant la période covid parce qu'il y avait beaucoup d'aides et puis là, maintenant, on est sur une espèce de remontée, complètement exponentielle de défaillances d'entreprises. Ce qui fait que du coup, il y a et principalement les entreprises en défaillance sont, les TPE et les moyennes entreprises et donc du coup, là, typiquement, tu vois des dirigeants qui sont dans une situation, potentiellement compliquée. Ceux qui sont en défaillance sont déjà dans une grosse galère, donc du coup en état de dégénération très avancé et puis les autres qui sont potentiellement encore dans des entreprises qui sont à peu près, pas je dirais pas saines, mais qui sont à peu près stables, heu, peuvent avoir un énorme focus sur se dire: «Il faut pas qu'on défaille» et donc du coup, vu qu'il faut pas qu'on défaille, ça veut dire qu'il faut qu'on maintienne le business et que du coup, tu vois? Et en fait, tout vient se renforcer autour du champ lexical vraiment du business pur et du coup, un des leviers pourrait être le levier de la santé, du champ lexical de la santé, mais est-ce que, c'est possible de venir se rentrer ces 2 mondes dans le cerveau d'une même personne, dans ses urgences du quotidien? Est-ce que toi, tu as détecté des choses qui pouvaient, fluidifier ça ou d'autres tactiques pour pouvoir venir le faire rentrer dans les boîtes? Alors j'ai pas de secret de baguette magique, mais j'ai découvert différents types de Mince, ça aurait été pratique pour tout le monde si jamais tu avais tout ça. j'ai découvert différents types de dirigeants, une catégorie de dirigeants éclairés, visionnaires, qui pensent à long terme, qui ont une vision holistique, qui, ont une approche, très top down, pas vraiment collaborative, mais qui vont à travers leur vision insuffler un changement dans l'organisation. Tout le monde va pas forcément suivre, mais en tout cas ça vient d'en haut et là je pense à Norcis par exemple, avec Sylvain Brezard qui a annoncé qu'il invitait la nature au conseil d'administration. Je pense aussi à Pierre-Yves Antras, de Haute-Savoie Habitat qui est engagé vraiment dans une démarche, régénérative, oui pardon, et qui s'inspire d'ailleurs beaucoup du donut. Une autre, voilà, d'autres dirigeants que j'ai pu interviewer, j'ai pas forcément tous les listés. Maxime de Rostolan aussi qui embarque, des écosystèmes et qui change des filières. Donc ça, c'est une première catégorie où eux, ils sont loin devant et puis même leurs propres employés suivent ou suivent pas. En tout cas, eux, ils mènent leur barque. Donc eux, c'est des gens qui sont là, qui inspirent en fait les autres, mais qui sont très, très loin en fait et qui montrent que c'est possible. Donc ça, heureusement qu'ils sont là. Après, il y a des gens qui sont ouverts, des dirigeants qui ont participé, par exemple, à des ateliers donuts, pour les entreprises dans lesquels on veut redesigner l'entreprise pour la rendre régénérative par défaut. Et donc là, on a des gens qui, ont envie, on a une bonne volonté et qui sont très intéressés par ces outils et qui, comme tu le dis, par contre, sont rattrapés par, le business as usual
et qui vont faire un peu une sorte de R&D, mais qui vont pas forcément s'approprier et aller beaucoup plus loin. Et après la troisième catégorie, c'est des gens qui sont à, des milliers de kilomètres de tout ça et pour qui, le plus important, c'est simplement de survivre. Donc je pense que c'est surtout, c'est aussi beaucoup à ceux-là que tu faisais référence. En tout cas, dans ma vision, c'est pas ma quête personnelle d'aller chercher des gens qui sont complètement déconnectés, heu, ou alors, sauf s'ils sont tellement, dans une situation critique que s'ils s'adaptent pas, ils vont mourir, en gros. Donc là, Mmh. c'est pas quelque chose que j'ai encore mis en place, mais c'est quelque chose justement, début de janvier là, que sur lequel j'aimerais bien me pencher, c'est aller voir en tout cas les organisations qui ne peuvent plus fonctionner en l'état, soit en raison, de problèmes, géopolitiques, de problèmes géopolitiques actuels, de changement climatique. Je pense aux stations de ski, parce que moi j'habite pas très loin de la montagne, soit l'érosion de la biodiversité, les agriculteurs. Il y a aujourd'hui des organisations qui peuvent plus fonctionner à cause des dérèglements et des fluctuations actuelles. Donc eux, je pense que c'est des gens qui vont être à l'écoute parce qu'ils ont plus le choix de s'adapter et je fais référence une fois de plus à Olivier Hamon et la robustesse et arriver avec, dans leur vocabulaire à eux, en tout cas, de leur parler de cette notion de robustesse pour pouvoir, faire front et survivre après ça. Après, je me dis aussi, je fais encore référence à la discussion avec cet Anglais sur, la nécessité d'envisager la mort d'une organisation et la nécessité de renoncer et se poser la question: «Est-ce que mon organisation est utile à l'humanité? Est-ce que j'apporte quelque chose de positif ou pas?» Et à ce moment-là, peut-être, se poser la question de faire évoluer le business ou de potentiellement arrêter. Donc là, je vais un petit peu loin, hein, ça challenge, des organisations, mais qui de toute façon vont à court ou moyen terme, déposer le bilan probablement. Ouais. Et après concernant les gens qui sont, commencent à être sensibilisés, eux, je pense qu'on peut avoir toujours sous l'angle du business et puis de la santé de l'organisation aussi, leur proposer des outils peut-être moins, ambitieux, mais qui leur donnent des clés sur comment, une fois de plus s'adapter, développer la capacité à s'adapter, aux fluctuations actuelles pour pouvoir, dépasser. Je pense que la réponse, en tout cas, par rapport à chaque personne, ça va être, d'utiliser le bon vocabulaire, quel que soit nous, tout ce qu'on a en tête comme, possibilité. De pas forcément leur parler de santé, de régénération. Je déjeunais avec une personne hier qui me disait: «Régénération, c'est vraiment pas un terme, sympa, tu devrais trouver autre chose». Donc je pense que c'est à nous aussi à trouver le vocabulaire qui va, s'adapter à chacun pour les aider à surmonter les difficultés actuelles. Mmh. Ce que je trouve intéressant à garder comme, comme ressource là de ce que tu viens de partager, c'est vraiment limite, je sais pas si c'est posé quelque part de manière un peu formelle, mais vraiment tu as donné 3 catégories, par exemple, de direction d'entreprise. Heu, Moi, j'en avais identifié, à peu près 5 aussi, donc du coup, ça donne une sorte de dégradé comme ça de différence de maturité, on va dire, de direction. Et puis, derrière, ben, tu les décrivais très bien pour les 3 catégories, tu vois? D'avoir vraiment un descriptif assez clair et mine de rien, ça, de manière posée, très explicite, très concret, ça peut aussi être un beau guide pour les dirigeants, pour en fait arriver à vraiment reconnaître, dans quelle situation ils sont, tu vois? Quand, il y a vraiment, un rapport, on va dire de d'humilité ou d'accepter en fait de regarder les choses un peu en face quoi. De se dire: «Bon bah oui, c'est vrai que je suis pas du tout pionnier sur ces sujets-là parce que ça me parle pas du tout. Oui, mon entreprise, elle est pas en santé actuellement, donc en effet, je fais partie de ces dirigeants qui, sont plus concernés par une notion de développer la robustesse et de m'adapter» et hem et de ça, je pense que ça c'est aussi un beau guide pour, les accompagnants donc qu'on peut être, que ça soit les consultants RSE, les facilitateurs, les consultants stratégiques classiques, des designers ou n'importe qui. De se dire, bah, en fait, souvent c'est difficile de savoir, avec lesquels, quand on parle de manière un peu trop globale, notamment sur les réseaux où il y a tout qui se mélange, où tu vas avoir, un post partagé sur l'adaptation, puis quelqu'un qui parle de régénération, puis quelqu'un qui parle de robustesse, puis et du coup tous ces concepts au final se mélangent et du coup, il y a pas forcément les raccords qui sont faits en disant: «Bah, tiens pour tel type de direction, bah, ça va être l'adaptation qui va leur parler» et toi, personnellement, est-ce que du coup, tu as envie de travailler avec, dans ce type de contexte-là et sur le sujet de l'adaptation? Ou est-ce que toi, en fait, tu es vraiment,
quelque part avant-gardiste toi-même et que les personnes avec lesquelles tu seras les plus à l'aise, ça sera les dirigeants qui sont pionniers pour faire en sorte de, les soutenir pour qu'ils puissent vraiment, aller encore un pas en avance et faire des preuves et que ces preuves-là ensuite soient communiquées, aux autres et qu'ils puissent avoir de l'influence. Tu vois, je pense qu'il y a un truc vraiment là-dedans, en tout cas de tout ce que j'ai pu voir aussi dans les rencontres, les interviews que j'ai eues, d'arriver à sentir, bah, en fait, moi, je suis plus à l'aise à tel endroit avec tel type de personne et en fait, c'est très bien comme ça et puis de reconnaître aussi, bah, les autres, accompagnants, des écosystèmes dans lesquels on est, la complémentarité du coup qu'il y a avec eux. Parce que c'est ça aussi que je vois souvent, c'est, il y en a qui vont être très militants et qui vont vraiment vouloir être, en sensibilisation, de masse et du coup ça, c'est super. Mais si par exemple, tous ceux qui travaillent à la sensibilisation ne passent pas le relais à ceux qui travaillent derrière à, la première mise en action, des directions et ben, du coup, il y a un espèce de creux en fait et il y a pas une continuité. Alors que, enfin, en tout cas, moi, ça, c'est un peu mon fantasme de tous les échanges et réflexions que j'ai eu sur ces sujets et qu'il y ait une vraie coopération en fait, de toutes ces personnes qui se reconnaissent dans la phase dans laquelle elles sont et qu'il y a un passage de relais qui se fasse pour aller jusqu'à, l'état le plus avancé, qui vise le régénératif, quoi. Ça serait assez cool. Je sais pas si ça te parle un petit peu cette notion de, ouais, de se reconnaître, de trouver sa place et puis d'arriver à coopérer avec les autres acteurs, qui sont engagés aussi sur ces sujets. Ah, je trouve que ça rejoint beaucoup mon idée de l'intelligence collective, la coopération. C'est évident, en fait, parce qu'on a tous nos particularités et c'est justement cette diversité de vécus, de points de vue qui permet d'avancer sur un sujet aussi, on va dire, peut-être philosophique de la régénération, en tout cas aujourd'hui. Et c'est un sujet pour revenir sur cette définition, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la régénération, c'est un chemin. C'est vraiment un cheminement, c'est-à-dire qu'il y a pas de, il y a pas de terminus, il y a pas de résultat en fait, on peut pas dire: «Tiens, ça y est, je suis régénératif». C'est vraiment un cheminement. Hem, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir tout cet écosystème de personnes qui permettent de nourrir la réflexion, que ce soit des gens en interne des organisations, les dirigeants, des personnes dans le comité de direction, des consultants externes, des partenaires. Il y a toute cet ensemble en fait qui peut nourrir la réflexion et permettre à une organisation de cheminer vers la régénération. Hem, Après un constat aussi que j'ai fait, voilà pendant à peu près 1 an et demi, j'ai organisé des ateliers donuts où c'était des dirigeants de différentes organisations qui participaient et le constat que c'est quand même de la maturité de ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas grand monde, pas beaucoup de dirigeants, qui vont aller sur Google et dire: «Je cherche un consultant en régénération qui va m'aider à avancer sur la ré qui va me permettre de transformer mon et redesigner mon entreprise pour être régénérative». Donc oui, c'est très important de collaborer entre nous, facilitateurs, consultants, formateurs, conférenciers, sensibilisateurs et en même temps, il y a peut-être un petit décalage de maturité entre tous les gens comme toi et moi qui, intellectuellement trouvons ça, génial, la régénération et la maturité de beaucoup de dirigeants qui, comme tu l'as bien dit, essaient juste de survivre au quotidien. Donc oui, pour collaborer, mais à voir comment, trouver les opportunités aussi pour, pouvoir mettre en œuvre toutes nos belles idées. Et puis j'ai l'impression que même dans les écosystèmes d'accompagnants qui sont, en tout cas philosophiquement ou, émotionnellement ou en termes de vision complètement, intégrés, par ces sujets-là, il y a aussi nécessité des fois de faire des allers-retours avec des choses plus présentes, j'ai envie de dire, et plus classiques, que sont les considérations économiques et les considérations business. Parce que, je sais pas toi de ton côté, mais en tout cas moi je vois beaucoup de personnes, depuis, notamment, le post-covid qui sont vraiment en transition de vie et qui du coup vont quitter des jobs, qui leur vont plus, même dans des carrières qui sont très avancées, high level ou quoi que ce soit pour, basculer sur, de l'accompagnement, de la sensibilisation, des sujets qui sont vraiment plus sur la santé justement, sur la régénération, sur l'écologie. Et c'est vrai que là, on arrive en 2025 et en 2025, on arrive avec beaucoup de monde qui est plein de compétences, plein de formations, plein de bonne volonté pour pouvoir accompagner toutes ces entreprises et tous ces territoires à se transformer, à aller pas forcément, plus vers le régénératif, mais bon, en tout cas, d'intégrer une considération écologique, enfin tout ça.
Il y a aussi la logique de marché économique et donc du coup, où est-ce qu'il y a des moyens pour, venir alimenter, en fait, tout le travail qu'il y a à faire? Et qui est prêt à flécher de l'argent pour pouvoir faire tout ce travail? Parce qu'en effet, comme tu disais, il y a pas beaucoup de dirigeants qui vont taper, conseil en régénération sur Google. Mais il y a aussi, pas beaucoup d'entreprises ou de territoires qui ont forcément des budgets pour vraiment rentrer dans des démarches, de transformation qui sont avancées. Et puis après, les structures les plus grosses, ont des habitudes, de travailler avec certains cabinets de conseil qui sont aussi à l'échelle de leurs entreprises. Donc du coup, ça lève tout un écosystème de gens pionniers de l'accompagnement sur ces sujets qui est un peu à côté. Et qui est aussi du coup, potentiellement en étant un peu dans une forme de précarité économique, c'est souvent le cas, se retrouve en fait à être un peu travesti par, la nécessité de développer une économie et un business et donc crée aussi des écosystèmes qui peuvent être concurrentiels très fortement, alors que la volonté de départ, c'était d'être dans les nouveaux paradigmes de coopération, d'entraide et voilà, tu vois, il y a je ne sais pas si toi, tu as senti un petit peu ça ou si tu as discuté de ces sujets avec tes invités, mais il y a la notion de business pur et de développement économique, elle est quand même, ultra importante à considérer. La notion de marché aussi, on peut pas vraiment passer à côté pour le moment. On peut pas faire que travailler en bénévolat et en pro bono, pour aider les boîtes à se transformer. Heu, voilà, est-ce que tu as détecté des choses qui étaient intéressantes autour de ce sujet-là? Ça me fait penser à l'ikigai avec, Mmh, où on se pose la question de quoi le monde a besoin, qu'est-ce qu'on aime apporter au monde, qu'est-ce qu'on aime faire et cetera. Et et c'est un outil qui permet aussi de savoir quelle est notre vocation, quelle est notre passion, quel est notre job, hein. Qu'est-ce qui nous fait vivre, matériellement et qu'est-ce qui nous nourrit plutôt, on va dire, philosophiquement ou spirituellement. Ça dépend comment on veut le dire. Et en tout cas, si j'ai dans mon cas aujourd'hui, c'est pas la régénération qui me nourrit matériellement. mmh, Je pense qu'on est encore dans une période de pionnier ou d'exploration, heu et c'est pas, voilà, je crois pas que s'il y a des consultants, sur ce su qui veulent se lancer sur ce sujet et qui pensent qu'ils vont pouvoir, faire des fortunes, je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait, qu'on est probablement, trop en amont. Et et comme tu le dis bien, finalement, ce qui est important, c'est d'aider les organisations, tout simplement à résoudre leurs problèmes. Donc à partir du moment où on arrive à résoudre le problème d'une organisation, tout en gardant nos propres valeurs de régénération, de transition, quel que soit le mot qu'on va utiliser, il y a toujours des opportunités de business pour pouvoir, vivre de ce qu'on aime faire. Après, moi, si je pouvais, dérouler des ateliers donuts qui sont extrêmement ambitieux en termes de redesign pour, rendre, les organisations, régénératives par défaut, bah, je serais hyper heureuse, mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Donc, en attendant que ce moment arrive, mmh. il y a plein d'autres façons de faire pour pouvoir déjà aider les dirigeants qui sont à l'écoute à, trouver des repères, à trouver des boussoles dans ces temps, on va dire, troublés. Et et du côté collectivité, puisque je travaille aussi avec les collectivités sur ces sujets de transition écologique, hem, mais là, on est dans un peu un passage à vide au niveau des budgets. Il y a quand même un grand nombre d'organisations, gouvernementales, beaucoup d'associations qui travaillent sur l'adaptation, qui travaillent sur la transition. Donc ce qui me rassure, c'est de voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, des projets en cours financés par l'État, qui continuent parce qu'ils s'arrêteront pas là. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est la suite. Heu, qu'est-ce qui va continuer à être financé, p dans cette optique-là? Qu'est-ce que tu as réussi à capter un peu comme, comme prospective, toi, en discutant avec tous les gens avec lesquels tu as discuté? Est-ce qu'il y a des choses qui sont très positives et très encourageantes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont très, limite dépressives et qui peuvent activer pas mal de leviers de peur? Comment tu as senti la température, les signaux faibles qui pouvaient émerger de tes échanges? Il y a une des personnes que j'ai interviewées, alors
dans mes interviews, en fait, il y a toujours une partie, enregistrée et une partie non enregistrée. Donc après, je sais plus, si c'était la partie enregistrée ou non enregistrée et souvent, c'est les pépites sortent dans la partie non enregistrée évidemment, dans le temps de Mince, dommage. dans le temps de questions-réponses, en fait, puisque j'enregistre mes podcasts en public et donc c'était Alexandre Gérard qui était le fondateur de Chronoflex, une entreprise qui était, qui faisait partie des entreprises libérées et aujourd'hui, il est dans les dynamiques collaboratives, dans la régénération hem, d'un espace, enfin, d'un lieu et il disait qu'il avait entendu un maître soufi qui disait, hem, que finalement, on est en train de vivre, une naissance, mais qui dit naissance dit accouchement, qui dit accouchement dit contraction et il disait que finalement, quand il y avait eu les tempêtes, en Thaïlande, quand il y avait eu le tsunami, c'était, voilà, là, l'humanité a perdu les os et qu'aujourd'hui, on était vraiment dans le dur des contractions et que la suite logique de ces contractions, normalement, c'est un moment heureux et c'est, une naissance et je repense souvent à ce qu'il a dit et quand, il suffit de regarder la presse ou les journaux et de se dire: «Ah ouais, on est vraiment dans les contractions en ce moment» et en même temps, c'est dans les contractions qu'il y a quand même des choses magnifiques, des signaux faibles, en fait, qui émergent et puis aussi l'espoir de se dire: «Bah, à la fin de ces contractions, il va se passer quelque chose de positif». Donc je ne saurais pas répondre à ta question, est-ce que c'est Mmh. déprimant? Est-ce que, dans mes journées sont un peu, dans la même journée, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire, il suffit d'ouvrir, la presse pour être, complètement dépité et être saisi par la peur et en même temps d'avoir des discussions, très, très encourageante avec des gens qui veulent avancer, dans une direction beaucoup plus, positive, on va dire, pour la nature et pour, l'humanité. Donc un peu des 2. Mais j'aimerais bien t'entendre aussi sur ce sujet. Ouais, mais j'allais te partager justement ça, parce que ça me faisait remonter, une sorte de grosse synthèse aussi de tous les personnes que j'ai rencontrées, engagées vraiment dans le sujet de se dire: «Bon, là, en effet, la société est en train d'être dans une situation d'accouchement un peu violent, quoi, et ça serait pas mal qu'on arrive à accoucher quand même rapidement». Parce qu'après, bah, quand l'accouchement dure trop longtemps, ça met aussi à risque, la maman, donc potentiellement la planète, quoi. Et l'idée, c'est que ceux qui étaient, donc engagés et en même temps les plus, remplis de vitalité, d'énergie, de motivation, de capacité entrepreneuriale, enfin tout ça, c'était vraiment pas les personnes avec lesquelles on parlait de l'actualité, on parlait de la géopolitique, on parlait de tous ces sujets-là, quoi. Ils étaient vraiment sur, ils sont conscients de ce qui se passe globalement. De temps en temps, tu vas capter, des informations où, ben, tu passes Noël en famille et du coup, boum, tu te manges de toute la salve de choses, un peu compliquées qu'il peut y avoir dans les médias ou quoi que ce soit. Mais ils ont, tu parlais de l'ikigai tout à l'heure, ils ont réussi à trouver en fait la zone sur laquelle eux, ils se disent: «Bah, de toute façon, là, c'est la zone, je peux pas rien faire d'autre parce que c'est ça que je dois faire». Et en fait, ils sont focus sur ça et ils ont pas non plus des œillères, ils restent ouverts, mais ils savent que c'est là-dessus qu'ils doivent avancer. Donc ils peuvent penser large et avec d'autres, mais en même temps, quand ils sont dans l'action, ils sont sur leur sujet et du coup, ils sont tellement, engagés dans leur sujet, en sachant que leur sujet s'intègre dans quelque chose de plus grand, que du coup, bah, ils sont vraiment dans une situation, j'ai envie de dire, plutôt joyeuse et donc malgré le fait qu'il y ait du remue-ménage, tout autour et puis que même la situation en elle-même soit pas simple, parce que c'est pas simple de développer un business model, qui vise de régénérative, là, à notre époque, quoi, que ce soit les accompagnants ou les entrepreneurs qui produisent, des services ou des biens. Mmh. Mais ils sont là, quoi. Ils sont là, il y a de la vitalité, il y a de l'engagement. Hem et pour préciser même encore, je trouve que ceux qui avaient le plus de vitalité de ceux que j'ai rencontrés, c'est vraiment ceux avaient qui étaient dans le faire, vraiment dans l'action, quoi. Ceux qui étaient plus, dans des profils de penseurs ou d'écrivains ou même de philosophes, plus difficile parce que j'ai l'impression qu'en fait, il faut peut-être réussir à avoir, le corps vraiment qui est engagé. En fait, l'action fait que du coup, le corps est engagé dans quelque chose et je pense que c'est ça qui donne de la vitalité en complément de la pensée. S'il y a que de la s'il y a que de la colite, de l'analyse, de la captation macro de ce qui se passe, je pense que oui,
on peut très rapidement se rendre compte que c'est trop complexe, qu'on va pas y arriver. Mais je pense que c'est un biais aussi parce que c'est un cerveau d'une personne qui essaye de synthétiser des solutions et non, elle n'y arrivera pas, quoi. Il y a besoin de faire en sorte qu'il y ait de l'action, des interactions pour qu'on puisse sentir des choses, quoi et que limite, ben, c'est là aussi où intervenir parce que tu l'as dit en léger tout à l'heure, tu parlais heu, de l'aspect spirituel de ce qui est en train de se passer ou si tu as un maître soufi qui partageait des informations. Je pense qu'il y a vraiment des clés, dans tous les courants, spirituels, heu, qu'il faut apprendre pour pouvoir travailler sur tous ces sujets et j'aime à penser que 2025 peut être l'année, où on peut se décomplexer un petit peu là-dessus, et qu'on peut en parler, même dans des contextes qui sont professionnels. Parce que mine de rien, quand tu es dans une situation un peu de détresse ou quoi que ce soit, tu as besoin d'avoir foi en quelque chose et le foi en quelque chose peut être en effet la connexion avec la nature, avec le vivant, mais peut aussi être, d'autres, types de connexions, qui vont au-delà de l'individu et du business, quoi. Et moi, j'ai rencontré pas mal de monde, pas forcément dans les podcasts pour le coup, mais sur d'autres interviews que j'ai fait en off, qui commençaient à complètement assumer cet aspect, spirituel ou intuitif ou tu vois? Plein de mots qui normalement sont des gros mots dans le business, d'avant, mais qui commencent à rentrer et qui sont assumés et qui font leurs preuves aussi donc du coup, même si c'est pas rationnellement explicable ou c'est pas complètement mesurable avec des indicateurs classiques ou, tu vois? Il y a quelque chose qui se passe et donc du coup, ça commence à toucher certains dirigeants qui sont sensibles à ça, voire même des responsables de territoire et ça pousse un peu des choses. Voilà, donc voilà un petit peu ce qui est je sais pas si te fait rebondir sur quelque chose, mais, En tout cas, c'est ça que j'ai capté. je te rejoins complètement sur cette, décomplexion, le fait de dé ouais, le fait d'être Mmh, décomplexé et je vois par exemple, moi j'habite, pas très loin de Nice et ça fait plusieurs années qu'il y a le fondateur d'une entreprise locale qui lance un événement pour dirigeants, donc pas très loin de Nice, sur des sujets de spiritualité où il fait intervenir, des gens des peuples premiers, des chamans par exemple, de gens de peuples premiers ou des gens qui viennent faire des choses sur, du yoga, de la respiration, donc je pense qu'il y a de plus en plus de personnes du monde corporate, on va dire, qui s'ouvrent à ça. Alors pas tout le monde, hein, je pense qu'une fois de plus, c'est encore niche. Je pense qu'on mmh, parle, beaucoup de pionniers, de ces sujets-là, mais effectivement, il y a cette ouverture. Heu et comme tu le disais, si on est, concentré uniquement sur l'aspect matériel du monde, bah, à un moment donné, il y a pas beaucoup d'espoir et on est mmh, concentré plutôt sur un monde mort qu'un monde vivant. Alors que quand on voit, par exemple, que se développent les marches en forêt, les bains de forêt, le besoin de se reconnecter à la nature. Je travaille aussi, enfin je discute beaucoup avec une personne de l'ADEME qui travaille sur, la notion heu, d'urbanisme favorable à la santé. Et les recherches en fait qui démontrent à quel point, un simple arbre, en ville peut changer, l'ambiance, la culture, peut changer réduire la tension, augmenter la santé, aider, les personnes en convalescence. Donc on est quand même en train de prouver dans nos critères et nos indicateurs d'occidentaux que, cette connexion, en tout cas plus grand que soi, cette connexion au vivant autre que nos civilisations, très matérialistes, a une vraie, valeur ajoutée. Donc je pense qu'à la fois il y a ouais, comme tu disais, une ouverture d'esprit de plus en plus grande sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans le podcast, à la base, j'avais démarré, les premiers entretiens sur, l'animisme, sur le taoïsme et comment ces modes de pensée sont beaucoup plus fertiles, hem, pour avoir un rapport au vivant équilibré plutôt que notre rapport au vivant dans lequel, bah, on considère la planète comme une ressource à exploiter, une matière à utiliser pour le transformer en argent. En gros, c'est ça. mmh. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller chercher dans le mode de pensée qui sont extrêmement, spirituels, hein, qui sont complètement basés sur la spiritualité, pour voir comment eux pensent et pourquoi, leur manière de penser, est beaucoup plus, j'allais dire positive, en tout cas est beaucoup plus saine par rapport à ce qui nous entoure.
Et est-ce que tu as réussi à trouver des personnes qui sont justement sur ces modèles de pensée, qui, ont réussi à faire le travail de traduction de ce modèle de pensée en éléments concrets et actionnables pour, faire tourner, par exemple, une entreprise ou un territoire différemment? Tu vois? Parce que souvent, j'en vois ou j'en écoute ou j'en rencontre qui sont, bah, vu que c'est une logique de modèle de pensée, ils vont travailler avec la personne pour que la personne puisse intégrer un autre modèle de pensée et ensuite avec ce nouveau modèle de pensée, eh ben, elle va peut-être faire les choses différemment. Mais il va quand même falloir qu'elle parte un peu from scratch de ce nouvel modèle de pensée pour essayer de faire les choses différemment. Donc ça lui demande, quand même beaucoup d'efforts et puis si on en revient sur ce qu'on disait, si jamais on est dans une situation, d'urgence business, que du coup tu as, 200 salariés et que la situation est un peu en crise. OK, c'est cool, tu as fait un atelier, tu as fait 2 jours, tu as fait, 3 jours en forêt, tu as respiré pendant les vacances, mais quand tu reviens, dans l'action, bah, tu te dis: «Oui, j'adorerais mettre ça en place, mais faut que j'y mette de côté parce que là, il faut que je gère les urgences de mon taf de dirigeant, quoi». Voilà, est-ce que tu en as trouvé qui sont allés jusqu'à traduire ça vraiment en comment est-ce que tu peux gérer une organisation avec ce modèle de pensée-là concrètement? Où est-ce que tu sens qu'il y a une rupture en fait, un creux où il y aura un pont à créer pour pouvoir permettre ça? Alors à part, les personnes que j'ai interviewées, type, ceux que j'ai déjà mentionnés, Sylvain Brezard, ou Pierre Ventras qui sont alors surtout Pierre Ventras, donc le dirigeant de Haute-Savoie Habitat, lui, il est clairement officiellement dans une démarche, spirituelle. Ce qu'il a décrit dans l'entretien, c'est, il a libéré, l'entreprise, donc il a libéré la tête. Après il a libéré le corps, donc créer du mouvement, faire, à travers, la stratégie RSE tournée vers le bien-être des employés et là, il est en train de libérer les émotions et la spiritualité. Donc il est, ouvertement sur ces sujets-là. Hem, Après, il est dans un contexte beaucoup plus, «facile» entre guillemets puisque c'est une entreprise, c'est une organisation semi-publique, donc c'est un bailleur social, qui a pas les contraintes du marché, comme peut l'avoir une entreprise, une TPE par exemple, purement Ouais, privée. Bon, moi, j'ai pas de solution aujourd'hui par rapport à des dirigeants qui sont, des dirigeants de TPE qui sont, qui risquent, le dépôt de bilan. C'est là, pour moi, il faut retourner un peu aux bases du business et quels sont les besoins, auxquels ils répondent et quelles sont les solutions qu'ils apportent? Pourquoi ça marche pas? Quelle est leur manière de gérer le business, qui fonctionne pas? Donc pour moi, ça revient à la réflexion autour d'un business model, et à la raison d'être quelque part. Donc c'est beaucoup plus basique. Je pense qu'on peut pas parler de régénération, on peut pas parler de spiritualité à des dirigeants qui sont, au bord du burn-out. C'est pas possible. On peut pas changer de à mon avis, hein, on peut pas changer de modèle de raisonnement quand on est en train de craquer. Ou alors, dans le craquage, ça va venir plutôt de soi. On va peut-être changer de enfin, les gens qui ont fait des burn-out, souvent, ils changent radicalement après coup. Mais peut-être pas sur le moment, peut-être pas sur le mmh, moment. Donc j'ai pas vraiment de solution, une fois de plus, pour ceux qui sont dans une logique purement, de dégringolade business, on va dire. Je pense qu'il y a d'autres sujets à mettre en œuvre, avant. Mais, pour répondre aussi à ta question, enfin, pour revenir sur cette notion de spiritualité, une des personnes que j'ai interviewées, qui s'appelle Laurent Château, lui, il s'est spécialisé dans le taoïsme et il est consultant en entreprise et il utilise le taoïsme, donc un concept, millénaire, chinois issu de Lao Tzu. Et il va utiliser ces indicateurs, de cette logique chinoise, du yin, du yang, des cycles de la nature, les saisons, pour pouvoir accompagner des entreprises. Et il fait des stages, il fait des formations, donc en tout cas, je pense qu'il y a, un certain niveau de réceptivité. Alors quels sont mmh. exactement ses clients? Je sais pas quel est leur niveau de maturité, où est-ce qu'on les classerait dans notre, classement à 3 ou 5 critères? Ça, j'en sais rien. Oui, puis en plus, là, on est limite, sur quelque chose qui serait aussi, avec la complexité de l'humain, c'est très difficile de rester sur des catégorisations, c'était grossier quoi de ma part de mettre des catégories, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des humains qui sont dirigeants et très sensibles, à la culture chinoise et au taoïsme et donc du coup, forcément, quand ils vont voir, la connexion, ils vont se dire: «Ah, là, il y a un truc à faire». Ou peut-être que d'autres, ça sera la culture amérindienne, ou peut-être que d'autres, ça sera le christianisme, ou peut-être que d'autres, ça sera parler du maître soufi, ça sera plutôt,
la partie mystique, enfin, heu, musulmane, enfin voilà, il y a de l'islam, il y a plein de choses comme ça, qui sont intéressantes. Peut-être que, tu vois, ça me fait penser à ça, mais peut-être que, l'une des tactiques pour pouvoir faire rentrer des autres modèles de pensée, des autres manières de faire, ça serait de travailler sur des offres, en tout cas quand on est externe, d'assemblage comme ça. Un petit peu, pas improbable, mais tu vois, une connexion de 2 sujets. Tu vois, il y a taoïsme et gestion d'entreprise, et puis à côté, il y a soufisme et management et enfin, tu vois, plein de petites connexions comme ça. Et peut-être que ça peut venir, activer des choses, chez les responsables et les entrepreneurs parce que mine de rien, c'est peut-être quelque chose qui nous plaît aussi les humains de quand on rencontre quelqu'un de nouveau, par exemple, et qu'on apprend à le connaître, on va lui demander ses activités, ce qu'il aime faire ou quoi que ce soit et puis si la personne, elle nous dit qu'elle aime une, 2, 3 choses pareilles que nous et qu'elle a une activité qui est plutôt connexe, on se dit: «Ah tiens, là j'ai une personne avec laquelle il va pouvoir se passer des choses, quoi». Peut-être que ça marche pareil aussi, sur cette partie-là, quoi, de se dire: «Bah, tiens, il y a le taoïsme, il y a l'organisation, il y a la direction et le pilotage d'entreprise. Ah, elle me parle de ces 3 sujets-là. Moi, ça me parle déjà de base. Ah, il y a une connexion à faire, quoi». Mmh. Alors ça peut être peut-être très, très niche et donc du coup, d'un point de vue business, c'est peut-être pas forcément le plus périn, mais ouais, je me dis: «Il y a peut-être quelque chose». Bah, il y a aussi, je sais pas si tu connais Éric Julien qui a un lien depuis, très longtemps avec les Kogi, une ethnie qui vient de Colombie et qui, a une capacité en fait à faire une sorte de diagnostic des territoires et essayer de comprendre, là où est-ce qu'il y a des où est-ce qu'il y a des déséquilibres, où est-ce qu'il y a des équilibres et eux, ils habitent sur un territoire en fait qui passe de 0 à, peut-être, 6 000 m d'altitude, puisqu'ils sont à la fois sur le la mer et puis les hautes montagnes, des Andes, je pense. Enfin, en tout cas, ils ont cette capacité à vraiment à faire le lien entre les différentes strates, et à comprendre un peu la santé de l'environnement et donc ils ont été invités à faire un diagnostic, dans la Drôme pour, Ah ouais. essayer de comprendre, où en était parce que nous, on traite de paysage, hein, pour eux, tout est vivant, mais nous, on appelle ça un paysage ou le territoire, où est-ce qu'il en était et j'avais lu un article, dans lequel il disait qu'il y avait à la fois donc les Kogis, ce qu'on appelle nous en Occident des chamans, mais on va dire heu, des gens qui incarnent ce côté spirituel chez les Kogis et puis il y avait aussi des scientifiques et en fait, les Kogis étaient capables, de trouver, de l'eau simplement par l'observation et quelque chose qui avait été vérifié par des géologues, mais avec des outils très, très, perfectionnés puisque l'eau était extrêmement profonde ou difficile à déceler et pareil, ils sont capables de voir à l'œil nu des étoiles que nous, on ne peut voir qu'à travers, des télescopes. Donc il y a des initiatives qui sont quand même, menées, où on va donner la parole à des personnes de peuples qui pensent de manière très, très différente et puis régulièrement aussi à Paris, là, au sommet de la Terre, non pas le sommet de la Terre, ça me vient plus, l'événement qui est un événement qui est à Paris, organisé, tous les ans. À chaque fois, ils font venir, un chef papou. Fenjina ou quelque chose comme ça? Non, 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 c'est pas celui-là. C'est organisé par les OK. entrepreneurs d'avenir. Enfin là, en mars, il va y avoir une autre édition. Mais il y a souvent un chef papou, un chef amérindien ou des chefs, voilà, des personnes du monde entier, d'Afrique, de Polynésie et cetera, qui vont venir partager leur point de vue. Donc je pense qu'il y a un engouement en tout cas d'essayer de comprendre la vision du monde de ces personnes-là. Alors moi, ça m'intéresse énormément, peut-être que je le vois beaucoup. Peut-être que quand on n'est pas dedans, on le voit moins, mais il y a cette ouverture d'esprit en tout cas, sur ces sujets-là et moi ça me parle beaucoup comme tu dis de s'inspirer de ces modes de vision du monde, de ces spiritualités pour pouvoir, faire évoluer notre mode de pensée. Quand tu parles de vision du monde, tu vois, moi, ce qui me vient, c'est, il y a peut-être un truc qui joue vraiment, là, pour 2025 qui est très intéressant, parce que souvent ça part sur les extrêmes quand il y a des situations un peu compliquées, mais, quand on parle des peuples amérindiens, de tous ces peuples autochtones qui ont une vision du monde différente, j'ai l'impression que c'est vraiment plus une sensation, une manière d'être au monde qui est complètement différente. Parce que comme tu dis, ben, ils sont, avec le corps complètement, connectés à leur territoire. Heu, Ils sont pas, sur le même,
mode de rationalisation, de calcul, d'analyse de tout ce qui se passe. Donc en fait, ils ont une autre partie de leur intelligence qui est beaucoup plus ouverte et qui du coup, en fait, on se rend compte, comme tu dis, avec, des observations, scientifiques que, ils sont capables de capter des trucs qu'on est, nous, occidentaux, capables de capter qu'avec, beaucoup de technologie, quoi. Et donc du coup, si je tiens le trait, c'est vrai que ça remet en question, la puissance ou la nécessité d'aller toujours plus loin dans le calcul, dans l'analyse et dans le rationnel, heu, ou du moins d'essayer de rééquilibrer un petit peu la balance avec cette autre part de nous qui est là, qui existe, mais qu'on a, surtout en Occident, complètement oublié. C'est vraiment plus dans l'intelligence qui est liée au corps, qui est liée au ressenti, aux émotions et et ça rejoint 2 trucs que j'ai eu avec des personnes, que j'avais avec qui j'avais discuté. Une qui s'appelle, il s'appelle Jacques, Jacques Fulg, je prononce bien. Et lui, il a une approche, de la facilitation, et de la systémique qu'il appelle la systémie 2.0. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans son approche, c'est que c'est vraiment considéré, comme tu disais au début du podcast, une organisation comme un système vivant. Et donc du coup, dans ce qu'il explique de sa pratique, le système est un organisme vivant à part entière et donc il a, une conscience, à part entière. Et donc, du coup, tout le travail du facilitateur systémique de son approche, c'est, par les interactions avec les personnes qui font partie de ce système, de venir capter, mais alors vraiment capter de manière intuitive, donc de profiter en fait des interactions et de baigner, dans le bain de cette organisation, pour venir capter les informations, non pas des humains, mais l'information qu'il y a derrière en fait, tu vois? L'information vraiment de l'organisme, conscient qui est l'organisation. Et du coup, lui, son rôle, c'est de venir capter ça et ensuite quand il l'a capté, par interaction avec les dirigeants ou d'autres personnes, il va venir le partager et quand il le partage, bah, forcément, vu que c'est ce que le système dans lequel les humains à qui il parle a besoin, bah, ça résonne avec les humains et donc du coup, c'est les humains qui ensuite vont mettre en action les choses pour faire en sorte que le système puisse changer. Et donc du coup, lui, il va assez loin là-dedans, en posant le fait que, bah, un peu comme nous avec notre corps, qui, est capable de se réparer tout seul, enfin, on n'a pas besoin de rationaliser, de réfléchir: «Comment est-ce que je fais pour reconstruire les tissus, pour réussir à faire en sorte de faire une croûte et que du coup ça puisse faire en sorte de régénérer?» Bah, là, en fait, une organisation type, entreprise ou territoire, c'est la même chose. C'est qu'elle sait ce qu'elle a besoin pour pouvoir se régénérer et pour pouvoir, évoluer, dans le bon sens. Et qu'il faut juste, en fait, l'écouter, le capter, le retransmettre aux agents de ce système, que sont les humains et que eux ils mettent en place. Et je trouve que c'est super intéressant comme approche parce que c'est un rapport d'humilité qui est juste immense, quoi. C'est de se dire, bah, en fait, on sait pas mieux que le système dans lequel on est et donc du coup, mettons-nous en écoute au maximum de ce système et en fait, il va nous dire quoi faire et en fait, vu qu'il nous dit quoi faire, on y va et du coup, c'est vraiment ce rapport avec l'intuition, tu vois? Qui peut même être à échelle personnelle, l'intuition du coup au niveau d'une organisation, voire peut-être au niveau d'une société globale, qui est une des branches, tu vois, dans lesquelles on peut partir. Qui moi me paraît justement, comme tu le dis, avec, les preuves qu'il peut y avoir avec les études qu'ils font avec des peuples autochtones, pardon, qui étaient beaucoup plus sur ces sujets-là, ou même quand on fait des études historiques où il y a plein de cas en fait qui remontent, l'ouverture à la spiritualité qui permet aussi d'avoir des informations sur ce chemin-là, qui me paraît ultra pertinent et très beau et très puissant quoi. Pendant que, de l'autre côté, l'autre chemin extrême, va aller, mettre l'intelligence artificielle de partout avec, des entreprises data driven, avec, des analyses, très, poussées pour pouvoir, tout gérer, sur l'intelligence rationnelle et du coup, on est dans le même monde et il y a ces 2 courants-là qui essaient de trouver leur chemin et toi, comment tu sens un peu ces courants, en ce moment et pour l'année qui vient? Alors je trouve que là, justement, j'en discutais hier, pour moi, à chaque fois qu'on invente une, super technologie, méga performante, on se coupe de nos capacités naturelles. Alors certes, je m'en sers aussi, hein, d'intelligence artificielle, mais donc c'est utile et nous dans notre, état d'esprit d'occidental, pourquoi se priver de technologies qui vont nous permettre de faire mieux, plus vite, mieux, de manière plus performante? Plus rapidement, pardon, je veux dire. Certes, mais en fait, à chaque fois qu'on utilise ces béquilles, on se trompe, en fait, on s'ampute quelque part de facultés.
Si les Corgis avaient eu, des super télescopes dès le début, ils auraient pas développé cette capacité à repérer des étoiles que l'on peut pas voir à l'œil nu. Hem, je lisais un livre aussi, sur une Singapourienne qui allait faire, une exploration d'une ethnie, dans le sud de la Chine et elle en revenait pas parce que les gens circulaient la nuit. Ils faisaient leur vie la nuit, ils allaient d'un village à un autre. Elle, elle voyait rien. Elle avait besoin de lampe de poche, alors qu'eux, en fait, comme ils ont jamais eu d'éclairage public, ni d'éclairage nocturne, bah, eux, ils ont gardé cette faculté à voir la nuit. Peut-être pas aussi bien qu'un chat, mais en tout cas à se déplacer, que à tout âge, les enfants, les adultes, de se déplacer facilement, la nuit. Alors nous, à chaque fois qu'on invente quelque chose de nouveau, on s'handicape quelque part. Et de se dire: «Bah, tiens, OK, alors, l'idée c'est peut-être jamais de refuser à 100 d'être dans le clivage total, de se dire: «Bah, je veux jamais utiliser de technologie», c'est pas du tout ça, ce que je veux dire, mais c'est de faire la part des choses et parfois se dire: «Bah, tiens, je vais essayer de faire sans». Parce que quelque part, être en lien avec son intuition et se dire, «En tant que membre de la nature, j'ai aussi des réponses parce que je peux me connecter à la nature et que la nature est le système dans lequel je baigne et que j'ai la capacité à faire remonter, des idées qui sont importantes à mettre en place». Ça, c'est un travail de longue haleine à faire, qui est aujourd'hui court-circuité par des technologies. C'est-à-dire, la technologie, ça permet d'externaliser certaines capacités et de le faire de manière beaucoup plus rapidement. Alors qu'être capable comme un Kogi ou comme les Hatchoirs par exemple dont parle, Philippe Descola, heu, d'être capable de rêver la nuit et d'avoir des messages de la nature, tout ça en fait ça c'est des milliers d'années de R&D. La capacité pour les Amérindiens d'Amazonie de cultiver l'Amazonie, c'est des milliers d'années de R&D, en fait et c'est pas quelque chose on va dire: «Tiens, on va faire comme eux, on va penser comme eux, on va y arriver». En fait, il y a un grand écart énorme et si nous, on veut être capable d'avoir cette posture-là, ça nécessite de faire des efforts que nous, occidentaux, on rejette et on déteste puisqu'on veut la facilité. Donc ça nécessite de cultiver la capacité à se connecter à son intuition, arrêter le mental, avoir une bonne diététique, prendre soin de son corps, prendre soin de son mental, prendre soin de sa capacité à se relier à plus grand et c'est un effort du quotidien, c'est un effort de longue haleine et on voit tous les rites initiatiques dans tout type de cheminement spirituel, ça prend, beaucoup de temps et on voit les taoïstes, pourquoi est-ce qu'ils étaient obsédés par la longévité? Pourquoi est-ce qu'ils voulaient vivre 120 ans? C'est pas pour le plaisir d'être en vie et de passer des bons moments, c'est pour avoir le plus de pratiques possible pour pouvoir développer, s'élever en tant qu'être humain, pour pouvoir accéder à un au-delà, qu'eux visent, dans leurs croyances et ça mérite énormément de temps et eux, ils se disent: «Bah, si je vis jusqu'à 120 ans, j'aurai plus de chances d'arriver à l'état dans lequel j'ai besoin d'être pour avoir une bonne mort». Donc c'est quand même Mmh. une façon de penser qui est radicalement différente de la nôtre et qui nécessite d'envisager l'effort, différemment, en tout cas. Donc c'est ça que ça m'a inspiré. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi sur la notion d'effort, en fait, qui est intéressante et de croiser cette notion d'effort avec, j'aime bien souvent remplacer le mot «travail» par le mot «effort» justement pour être sur quelque chose d'un peu plus neutre, quoi. C'est en gros, ben, on se lève tous le matin et avec un certain niveau d'énergie et puis à la fin de la journée, on a un autre niveau d'énergie parce qu'il s'est passé des choses dans cette journée, notamment parce qu'on a développé des efforts pour pouvoir, soit penser des choses, soit faire des choses. Heu est-ce que ça en valait la peine ou pas? Ça, c'est intéressant de se poser la question à chaque fois en fin de journée pour pouvoir se faire son petit rapport du jour ou le faire en fin de semaine pour le petit rapport de semaine. Mais du coup, c'est pas une notion de quantité l'effort, forcément, tu vois? C'est ça que je veux dire par rapport à cette notion. Nous actuellement, surtout les occidentaux, ben, on a un rapport à l'effort qui est vraiment un rapport de, chiffré, encore une fois, donc du coup, qui peut être très quantitatif et donc du coup, en effet, ben, si on peut avoir à disposition l'intelligence artificielle et d'autres outils qui nous permettent, d'avoir de faire plus de choses en quantité avec moins d'efforts, ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir mettre de l'effort sur d'autres trucs, mais qui seront eux aussi quantitatifs et donc du coup, en fait, on fait que produire, reproduire. C'est transactionnel, en fait, purement transactionnel et on a même un rapport, du coup, transactionnel avec nous-mêmes où du coup, on réfléchit à une quantité d'efforts qu'on est prêt à mettre pour une quantité d'argent qu'on est prêt à acquérir de l'autre côté ou des choses comme ça et là, du coup, bah, on est complètement, complètement coincé alors que, hem, je pense que ce qui est cool avec
mode d'être, d'autres civilisations, ou d'autres modes de pensée. C'est un rapport à l'effort, qualitatif et du coup de se dire, ben, peut-être que ça vaut le coup en fait, de pratiquer, la méditation pendant, longtemps parce que ça va développer en effet plein de choses. Peut-être que ça vaut le coup d'aller, traîner en forêt, 3 heures par jour parce que, ça va développer, une capacité à voir la beauté, plus facilement, autour de nous et du coup en fait, encore dans cette balance quoi, des extrêmes, il y a le côté très chiffré, quantitatif et puis le côté qualitatif, des choses quoi et ouais et je sais pas si toi tu as senti dans ton travail ou dans les rencontres, une ouverture ou une capacité à parler de ces sujets-là aussi, aux dirigeants d'entreprise, au territoire, hein, le rapport à la beauté. Tu vois, le fait de se dire, ben, en fait, un territoire qui va bien, une entreprise qui va bien, c'est une entreprise qu'on pourrait observer en se disant: «Bah, tiens, cette entreprise est belle» Mmh. et après belle sous quels aspects? Ben, tu pourrais regarder toutes les dimensions, en fait, de l'entreprise, ce qu'elle produit, les externalités qu'elle a, comment est-ce que les gens ils se sentent à l'intérieur, les interactions avec les partenaires, tout ça, quoi. Ce rapport à la beauté, est-ce que, tu sens qu'il peut y avoir une sensibilité là-dessus aussi, comme levier, tu vois, complémentaire au levier de la santé, par exemple? Mmh. Ah, c'est sûr que cette capacité d'émerveillement, on la retrouve chez des auteurs, occidentaux, chez Rodin, par exemple, ou chez Victor Hugo et puis on la trouve beaucoup, dans beaucoup de traditions. Je pense, par exemple, aux Quero, c'est une tribu du Pérou, qui est vraiment dans cette notion d'émerveillement et de beauté. En fait, eux pensent que, pour qu'on comment dire? Que toute relation est basée sur la réciprocité et que si, par exemple, on veut avoir des bonnes, cultures, enfin des bonnes récoltes et ben, il va falloir en amont offrir, hem, quelque chose de beau. Ils font des espèces de mandalas, avec des fleurs, avec des graines, qui vont, être très, très beaux et qui vont offrir en offrande à la terre, à la Pachamama comme ils disent, ou aux montagnes qu'ils appellent les apous. Ils sont tout le temps dans cette relation de réciprocité. Si je veux quelque chose de la nature, je vais devoir d'abord être dans le don et donner quelque chose. Donc c'est quelque chose qui est, évident pour nous, c'est une belle porte d'entrée comme tu dis parce que l'émerveillement, la beauté, on a tous, on sait ce que c'est. Après l'émerveillement et la beauté, ça veut dire, être capable de se dire: «Tiens, là, il y a un lever de soleil magnifique, bah, j'arrête ce que je fais et je le regarde et je pense pas à autre chose» et donc ça, c'est un petit peu plus difficile pour nous occidentaux parce Mmh. qu'on est tout le temps un peu dans notre tête, dans notre rumination mentale et parfois, la dernière fois, j'étais à Nice, dans le quartier un peu des affaires et il y avait des mouvements, les murmurations d'oiseaux spectaculaires avec un lever de lune, enfin, c'était magnifique. J'en étais bouche bée, en plein milieu de la rue comme ça, je me suis arrêtée pour regarder. Autour de moi, tout le monde était sur son portable. Personne n'a levé la tête. Personne ne regarde vraiment ce qui se passe autour de nous alors que la beauté, elle est absolument partout. Donc c'est une belle porte d'entrée, mais une fois de plus, qui nécessite un effort, de se dire: «Stop, j'arrête, je vais dans la forêt et je regarde» Mmh. et tu parlais de méditation et c'est vrai que la méditation, c'est une belle, façon de s'acculturer à la beauté et il y a une forme de méditation qui est de plus en plus courante, je pense, en tout cas que moi j'ai pratiqué il y a quelques années, qui s'appelle Vipassana. Il y a des centres, dans le monde entier, dont en France. Alors c'est un peu engageant, il faut s'asseoir pendant 10 jours dans le silence, mais bon, pour l'avoir fait, c'est vraiment ça met en connexion avec, la beauté de la nature et je sais que c'est de plus en plus difficile de faire ces stages, en France parce qu'il y a de plus en plus de demandes, en fait et il y a qu'un un centre officiel et 2 centres, je crois, qui permettent de faire ces stages de 10 jours de reconnexion totale avec le vivant, on va dire. Ça, c'est une belle porte d'entrée et pour revenir à ta question, je repense à des dirigeants que j'ai rencontrés pareil hors contexte qui ont des très, très belles valeurs, soit, catholiques, soit, des passionnés de nature ou, qui vont en parler pas forcément devant leurs employés, qui vont le garder pour eux-mêmes et qui je pense à un dirigeant d'une TPE qui me disait: «Mais moi tous les matins j'arrive au bureau et je fais une prière». Il était très, croyant, catholique et lui, c'est sa boussole en fait pour pouvoir, amener son équipe vers, des résultats, mais dans la beauté, on va dire de ses croyances, dans la beauté des valeurs, dans le respect, dans Mmh. l'amour et cetera. Il avait ces mots-là. Donc oui, en fait, je pense que les dirigeants, il y a de tout comme, c'est comme la population, heu
une population. Il y a énormément de diversité et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont ouverts à cette beauté et qui pourraient être sensibles. On a parlé, vu qu'on arrive à la fin du podcast, mais on a parlé donc de pas mal de petits leviers. On a parlé de la santé, on a parlé de la beauté, on a parlé de la spiritualité, de choses plus concrètes aussi, avec les donuts. Tu parlais, toi, sur plein de choses comme ça. J'aurais juste de venir chercher si jamais, toi, justement, dans tout ton travail et toutes tes interactions, euh, tu voyais derrière tout ça quand même un peu une sorte de priorisation de levier pour pouvoir accélérer les transformations. C'est dur cette question parce que voilà, c'est vraiment plus. Là, pour le coup, c'est plus intuitif que je te demanderais ça parce que s'il fallait qu'on rationalise, on partirait dans des analyses dans tous les sens. Mais s'il y a des sortes de quelques leviers communs qui pourraient vraiment bien marcher avec tout le monde, parce que vu qu'on est quand même dans une situation où ça serait bien que ça s'accélère, parce qu'il y a quand même des urgences, mine de rien, parce qu'on peut dire que la beauté, on peut trouver la beauté à plus 4 degrés, mais si on peut trouver la beauté Je crois à pas. plus juste 2 degrés, ça serait bien. Voilà, voilà, des leviers communs qui marcheraient, qui vaudraient le coup d'être appuyés plus par ceux qui sont soit en interne, soit ceux qui sont accompagnants comme nous externes. Alors il y a un levier, je pense qu'il y a aucun levier quand on a tous une diversité de points de vue qui fait que, on a tous des croyances différentes, des vécus différentes qui font qu'on peut pas, avoir des déclics si on peut parler de déclic, hein. On peut pas tous avoir le même déclic. Je sais qu'il y a un déclic, c'est, les générations futures. Surtout quand on commence à avoir des enfants ou des petits-enfants. Moi j'ai 2 fils et je me pose vraiment, parfois je les regarde et je me dis: «Mais dans quel monde ils vont vivre en fait?» Heu et je sais qu'il y a des dirigeants qui sont sensibles à ça et d'ailleurs c'est Maxime de Rostelan qui me disait qu'il travaillait avec des milliardaires, qui, commençaient à se poser des questions par rapport à leurs petits-enfants. Et après Mmh. je sais qu'il y a des grands patrons de grosses boîtes, je me dis: «Mais est-ce que ces gens ont des petits-enfants et est-ce que ça les intéresse de savoir ce qu'ils vont vivre?» parce que vu les décisions qu'ils prennent, on dirait que franchement, après moi le déluge quoi et donc bon, je pense qu'il y a des gens qui sont hermétiques et qui, sont dans un système de croyances, basé sur la maximisation et l'optimisation de, l'extraction pour avoir toujours plus de fortune, qui sont un peu bloqués dans cette réflexion et malheureusement, il y a des à niveau mondial, ces personnes-là sont de plus en plus écoutées et prennent beaucoup d'ampleur en ce moment, malheureusement. Mais à part eux, je pense qu'on a tous, nos leviers, que ce soit, la beauté, la santé, la famille, le soin, le prendre soin. Heu, on a tous, notre façon de voir le monde et plutôt que d'avoir un standard, je dirais que c'est, plutôt cultiver nous notre écoute et nos observation pour essayer de comprendre quelle est la priorité de la personne qu'on a en face et essayer de rentrer par sa priorité et en fonction de lui proposer des outils ou des accompagnements qui vont lui permettre de réaliser, en fait, ce qui est le plus important pour cette personne. Est-ce que c'est le bien-être et Mmh. l'épanouissement de ses salariés? Est-ce que c'est garantir, des revenus dignes à ses fournisseurs? Est-ce que c'est la justice sociale? Est-ce que c'est, réduire, l'impact carbone? Est-ce que c'est assurer, un business à long terme, parce que c'est une boîte familiale et qu'on veut que les générations futures puissent continuer à faire vivre cette boîte? Je pense qu'il y a en tant qu'accompagnant, il y a une empathie, une écoute, une présence à avoir pour trouver les bons leviers qui vont être, uniques à chaque personne. Et ce que je trouve intéressant, même pour les internes ou pour les dirigeants eux-mêmes, de ce que tu dis là, autant que pour les accompagnants, c'est d'arriver à vraiment sortir de la rupture qu'il y a entre le perso et le pro, entre le business et l'humain. Parce que mine de rien, ça peut du coup être assez simple de se dire qui je suis ou qui est le dirigeant, à quoi est-ce que je suis sensible. Est-ce que c'est en effet la santé, les enfants, la spiritualité, la religion, enfin peu importe, des choses qui parlent vraiment à l'individu. Et puis même après pour la partie organisation, bah, je suis plus sensible à me faire conseiller, à me faire coacher, à ce que des personnes viennent directement travailler dans mon entreprise, à ce que j'ai juste des ressources que je puisse traiter avec mes équipes ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est de ce panel-là, ça rejoint ce qu'on disait avant sur la coopération, mais si les acteurs qui sont des ressources externes, heu, sont en coopération,
Bah, en fait, du coup, tu as eu le descriptif, exact de ce que l'interlocuteur a besoin, ce que le dirigeant a besoin. Donc de là, en fait, tu déclenches, ce cahier des charges ou cet appel et puis les personnes qui le comblent au mieux, du coup, viennent, s'interfacer, quoi. C'est comme si moi, demain, je rencontre justement un dirigeant qui me dit: «Ouais, je suis ultra sensible au taoïsme et à la médecine chinoise, depuis 20 ans». Moi, j'ai jamais été dans ces sujets-là, à part par curiosité. Heu, Ça ne sert à rien que je force la main à dire, «Je peux t'accompagner» parce que j'ai des méthodes et j'ai des approches qui fonctionnent très bien avec d'autres personnes. Alors que, je connais quelqu'un qui fait de la médecine chinoise et qui est dans le taoïsme et l'accompagnement des entreprises avec ces supports-là, comme tu parlais de la personne que tu connais tout à l'heure. Bah, là, du coup, j'ai tout intérêt plutôt à dire: «Ben, écoute, je te mets en relation et tu vas pouvoir travailler avec cette personne». S'il y avait cette fluidité-là, sur cette petite tactique-là, de se dire, step 1, on capte exactement la personnalité, les points d'accroche et les points d'intérêt. Step 2, je trouve la personne qui comble ça. Peut-être même en partant avec le mindset de départ qui est: «Ça sera pas moi». Et puis si jamais par évidence c'est moi, bah, alors dans ce cas-là, c'est moi, quoi. Mais ça sera pas moi et il faut que je trouve la personne et il faut que je le mette en relation. Peut-être que juste ce petit truc-là pourrait, accélérer pas mal de choses. C'est ça que je retiens de ce que tu dis. Parce que ça me fait penser au fait que ça nécessite d'être dans une posture de confiance et de se dire, «Même si c'est pas du business pour moi maintenant, je suis dans une logique de réciprocité. Je suis dans une logique d'être vraiment à l'écoute de ce dirigeant. Je sais que quelqu'un d'autre que moi sera peut-être plus, pertinent et c'est pas grave, je vais le flécher et j'ai confiance dans mon réseau, j'ai confiance dans la coopération et comme tout est réciprocité, don contre don, à partir du moment où je donne, bah, j'aurai forcément un retour. Pas forcément de ce dirigeant, pas forcément de cette personne-là, mais quand on donne, de toute façon, on a toujours quelque chose qui vient en retour. Ça veut dire sortir de sa tête, faire confiance, lâcher prise et Mmh. c'est encore un effort quelque part plutôt que de se dire, comme, trop souvent: «Bah, tiens, je le prends pour moi parce que j'ai besoin de bouffer et je me le garde sous le coude». Non, c'est dans le partage, donner, ça j'y crois vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que je trouve ton approche très intéressante de cultiver un peu un vivier de talents, de gens qui ont des points de vue différents, des compétences, différentes pour pouvoir les mobiliser avec les bons projets. Et il y a quelque chose que je voudrais ajouter aussi dont on n'a pas beaucoup parlé, mais on parle beaucoup de dirigeants. Ceci dit, le dirigeant, il est là pour impulser une stratégie, mais qui est souvent conditionnée par des actionnaires et on peut avoir des dirigeants qui ont Pas parler de des cette partie-là, je suis d'accord avec toi. qui Mmh. peuvent avoir des très, très belles visions et qui se font dégager, hein, comme, chez Danone parce que, ils ont pas rempli le cahier des charges des actionnaires. Donc, en tout cas, là où j'en suis moi dans cette réflexion aujourd'hui, c'est, de me dire soit si un jour j'ai accès à des actionnaires et que je trouve des actionnaires qui ont cette capacité à évoluer dans leur réflexion et de passer d'une logique court terme à une logique long terme, pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est pas, dans ces réseaux-là que je suis. Hem Et pour l'avoir un petit peu exploré, c'est pas gagné. C'est plutôt, de m'intéresser beaucoup à des PME, familiales parce que c'est l'exemple type de dirigeants qui pensent à long terme, qui vont devenir société à mission, qui vont devenir B Corp parce qu'ils ont ce désir de continuité. Ils ont hérité la boîte de leur père, de leur grand-père, bon, souvent c'est des hommes, et ils veulent souvent la transmettre, à leurs enfants. Et donc eux, c'est une super bonne, porte d'entrée pour entrer dans cette notion de régénération et en tout cas de cette pensée beaucoup plus holistique et beaucoup plus long terme. Donc c'était une Mmh. parenthèse quand même pour, me Totalement situer. d'accord avec toi. Mmh. Non, mais je plus ce que tu viens de dire parce que moi, dans tous les cas, dans mes évolutions personnelles d'accompagnement, il y avait aussi une orientation qui se faisait plus sur les entreprises, plus ancrées dans leur territoire et du coup aussi avec, le minimum d'actionnariat pour que ça soit les dirigeants qui soient vraiment à la main de leur entreprise. Donc le côté familial, c'est pareil, c'est plus ancré dans une continuité. Après, pour compléter ce que tu dis là par rapport, plus aux investisseurs ou aux financeurs, j'ai pas mal exploré depuis quelques mois aussi, le monde de la finance pour le coup. Hem Et ce qui est assez encourageant, j'ai trouvé, c'est que ça bouge pas mal, avec d'autres langages parfois ou d'autres leviers, mais très intéressants. Par exemple, ceux qui appellent ça la finance responsable. Du coup, les gens de finance responsable, ils vont aller chercher justement, les leviers qu'ils connaissent de la finance, pour pouvoir venir transformer en fait, les modèles d'investissement. Et donc typiquement, par exemple, tu vois, ceux qui sont engagés dans cette partie-là,
qui bossent, avec des fonds d'investissement, quoi que ce soit, sont en train de travailler à faire évoluer les critères, en fait, de valorisation des boîtes et typiquement, à la rencontre forum de la finance responsable où j'étais à Lyon il y a quelques mois, il y avait Olivier Hamon aussi qui est venu pour parler de la robustesse et en fait, c'est typiquement un levier en disant, ben, heu, là, actuellement, dans les critères et dans les tableaux d'évaluation, des entreprises qui doivent rentrer dans notre portefeuille, il y a pas la ligne, robustesse, mais du coup, ils essaient de faire entrer ces notions-là. Parce que, dans le monde de demain, si une entreprise, de 0 à 100, elle est à 20 de robustesse, ben, en fait, elle va pas être rentable, et donc du coup, sa valeur est plus basse et donc du coup, elle doit pas rentrer au portefeuille. Ce qui fait que ça va forcer les entrepreneurs à travailler un critère de robustesse et donc du coup, à travailler tous les critères qui vont autour de ça et je trouvais ça vraiment intéressant parce que, hem c'est ultra, pour le coup, c'est une partie qui est peut-être un peu qui est peut-être plus du monde du rationnel que du monde de l'intuitif, mais ça vient parfaitement compléter. C'est-à-dire que, si jamais, il y a, ben, les facilitateurs, les gens qui travaillent en instance collective ou dans tous ces aspects-là qui viennent travailler plus sur l'humain, la connexion intuitive, des choses comme ça, en complément de ceux qui travaillent sur, les lignes financières, les lignes comptables, et les analyses, très tableau Excel. Bah, là, il y a vraiment un truc très puissant qui peut se passer et je t'avoue que oui, quand tu dis: «Je suis pas dans ces réseaux-là», quand j'étais au forum de la finance responsable, je n'ai croisé, aucune personne que je connaissais des réseaux de facilitateurs ou des réseaux de designers ou des réseaux de il y a une petite jointure entre ceux qui sont sur, par exemple, les consultants qui sont sur les notions de CSRD, par exemple, tout ce qui est normes ESG, donc tout ce qui est certification légale. Parce que là, on est très proche des cabinets comptables et du coup de l'univers financier. Mais il n'y a pas complètement une connexion entre les 2 univers et en tout cas, c'était aussi l'un des leviers que j'avais détecté récemment, c'est de me dire: «Il faut démultiplier en fait les connexions entre, ces écosystèmes». Parce que là, il y a des trucs vraiment très cool qui peuvent émerger derrière, pour accélérer en fait les transformations des boîtes, quoi. Mmh. Et ben écoute, on a fait une belle discussion d'1 h 15. Je pense que c'est le moment de s'arrêter, sinon on ne s'arrêtera jamais. C'est des sujets quand même, je pense, qui sont quasiment infinis. Après, il faut réussir à passer à l'action. Est-ce que pour terminer, tu veux bien nous partager peut-être, des points de tes activités, de ton actualité, qui peut être inspirant pour d'autres ou tout simplement, ouais, nous partager un peu, le faire, que tu actives en ce moment? Alors en actualité, alors je suis en train de m'intéresser à 2 sujets en enfin plein de sujets, hein, mais 2 sujets là qui vont faire l'objet de podcasts pour, mon podcast. Donc là, ce mois-ci, je vais vraiment m'intéresser au patrimoine culturel et comment, ce patrimoine, notre territoire, en fait, peut être des portes d'entrée aussi pour la régénération. Comment ça peut nous aider à créer, une dynamique économique et aussi, faire revivre des territoires, créer de la coopération entre, les personnes sur un territoire. Mais aussi, je vais interviewer une autre personne qui va parler de comment ça peut promouvoir la paix et rapprocher des peuples qui sont très, très différents et qui, démontre que finalement, quand on essaie de revaloriser un patrimoine culturel, ben, ça crée du lien et ça nous rassemble tous en tant qu'humains. Donc j'explore ce sujet-là et en parallèle, je continue mon exploration de comment dire? De donner, des droits aux vivants et je vais interviewer différentes personnes, sur ces notions de gouvernance, comment intégrer le vivant dans la gouvernance, notamment, Franz Go et Olivier Bouche de Corporate Regeneration, qui Mmh. donnent des moyens, pour pouvoir, avoir cette réflexion du vivant dans l'entreprise. Et puis je vais continuer à explorer aussi le design avec le design régénératif. Donc plein de super entretiens en préparation qui sont déjà, communiqués, que je communique voilà, sur lesquels je communique régulièrement sur les réseaux. Donc voilà mes sujets, en particulier pour défricher continuer à défricher ce sujet en public. Étant designer depuis plus de 15 ans, tu vois, je suis très content de savoir qu'il y aura un épisode de podcast qui sera sur le design régénératif. En Parce que c'est, février. voilà, parce je n'ai pas parlé de ce levier-là parce que je suis trop biaisé pour en parler, mais la connexion entre design, régénération, système complexe, facilitation, je pense que là, on a tout gagné. Le design fait vraiment le pont entre toutes les pratiques, c'est sa position même, donc je pense que ça va être très cool. Ça va être des leviers d'exploration Carrément. qui vont être très cool. Je suis complètement biaisé quand je dis ça, mais écoutez le podcast sur le design génératif. Écoute, merci à toi pour ce très bel échange, qui a essayé de synthétiser
plein de choses qu'on a pu capter l'un l'autre, de nos différents entretiens. Et puis écoute, bah, je te souhaite, une bonne continuité avec, tes activités et ton podcast et j'invite, forcément, bah, tous ceux qui regardent celui-là, à suivre le tien, qui m'a l'air d'être, ma foi, bien structuré avec des sujets bien précis. Donc pour ceux qui aiment les choses un peu mieux rangées que sur le mien, il faut aller de ton côté, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup Merci, Fabrice, merci pour ce temps. à bientôt. À Au revoir. bientôt.